Léa, ma fille, mes 5 petits-enfants et moi emménageons dans ta nouvelle maison, annonça mon ex-belle-mère. Elle ne savait pas que mes parents avaient tout entendu et préparaient une surprise pour ces parasites profiteurs. Le téléphone vibra sur le rebord de la fenêtre au moment précis où Léa, juchée sur un escabeau, vissait la tringle à rideau dans la chambre des enfants. Elle avait les mains occupées et la perceuse vrombissait. En bas, Pierre tenait l'escabeau et donnait des conseils que personne ne lui demandait. Et Chloé, 6 ans, assise par terre, déroulait méthodiquement du ruban adhésif d'emballage juste parce qu'elle aimait le bruit. Un samedi soir normal, le premier samedi soir vraiment tranquille depuis 1 an et demi. Léa descendit de l'escabeau, s'essuya les mains sur son jean et prit le téléphone. Sur l'écran apparut un nom qu'elle avait depuis longtemps déplacé tout en bas de sa liste de contacts, pour être honnête, qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Léa hésita à peine une seconde puis décrocha. Léa, la voix de son ex-belle-mère était la même que toujours lorsqu'elle annonçait quelque chose de grandiose et qui n'admettait aucune objection. C'est avec exactement la même voix que Pascal avait annoncé un jour que pour le réveillon, ils iraient tous dans le village de sa sœur et avec la même voix qu'elle avait dit que Bernard était simplement fatigué et qu'il avait droit à de petites vacances loin de la famille. Sonia, moi, nous avons décidé, elle et les enfants, les 5, nous venons chez toi dans ta nouvelle maison. Nous allons vivre ensemble. Imagine comme ce sera bien, les enfants, le jardin, l'air pur de Rambouillet. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Léa ne parvint pas à répondre. Pascal ne posait pas de questions qui attendaient une réponse. Ces questions étaient de nature rhétorique, posées par pure formalité et immédiatement englouties par la phrase suivante: nous partons vendredi, prépare les chambres. Les enfants de Sonia sont bruyants. Je sais, mais les enfants sont des enfants. Et au cas où, remplis le frigo. Nos affaires vont être bien secouées pendant le voyage. Allez, un bisou, à vendredi. L'appel se termina. Léa resta debout au milieu de la chambre des enfants, son téléphone à la main. Sur le papier peint qu'elle et Pierre avaient posé 3 semaines plus tôt, de petits hérissons couraient sur un fond vert. Chloé avait choisi le papier peint toute seule, de manière posée et sérieuse, comme on choisit quelque chose d'important pour toute la vie. Maman. Pierre la regardait d'en bas. C'était mamie Pascal? Il y avait tant de choses dans sa voix. Tout ce qu'il peut y avoir à 8 ans, quand on perçoit déjà plus de choses que les adultes ne le pensent. Elle a encore inventé quelque chose. Encore une fois, acquiesça Léa. Elle sortit de la chambre des enfants et traversa le couloir jusqu'à la véranda. La nuit était douce, le jardin était plongé dans un vert dense. Ça sentait la terre chauffée et le romarin. Sur les marches était assis son père, Arthur Velasco, buvant du thé dans une grande tasse à l'émail ébréché qu'il gardait depuis une 20aine d'années. À côté de sa mère, Colette, il y avait une assiette de biscuits que personne ne mangeait. Les parents étaient arrivés à l'heure du déjeuner pour aider avec les tringles à rideaux et en même temps pour simplement être présents. Cela arrivait de plus en plus souvent depuis que Léa et les enfants avaient emménagé dans cette maison. Arthur regarda sa fille et ne demanda rien. Il posait rarement des questions, il regardait simplement et cela suffisait généralement. C'est Pascal qui a appelé, dit Léa en s'asseyant sur la balustrade. Elle et Sonia avec ses 5 enfants viennent vivre ici vendredi. Colette posa sa tasse sur la table. Arthur ne changea pas d'expression. Il posa lentement sa tasse. Il regarda vers le jardin, puis sa fille. Ça ne te dérange pas? Demanda-t-il. Si, ça me dérange, dit Léa catégoriquement. Alors ne nous précipitons pas, dit-il en reprenant sa tasse. Colette regardait sa fille avec une expression que Léa connaissait depuis l'enfance. Ce n'était ni de la pitié ni de l'anxiété, c'était une promptitude silencieuse et ferme. Raconte-moi exactement ce qu'elle a dit, demanda sa mère. Léa répéta la conversation mot pour mot car elle avait une bonne mémoire, surtout pour ce que disaient les personnes en qui il ne fallait pas avoir confiance. Arthur écoutait en silence. Ancien inspecteur de la brigade criminelle de la police judiciaire, il avait pris sa retraite il y a 6 ans, mais l'habitude d'écouter comme si chaque mot pouvait être une preuve lui était restée à jamais. Prépare les chambres, remplis le frigo, répéta-t-il à voix basse, comme si elle appelait un hôtel.
Elle est toujours comme ça. C'est son style. Oui. Le père posa la tasse. Léa. Depuis combien de temps Bernard ne t'a pas contacté? Elle réfléchit. Il y a un mois, il m'a écrit sur WhatsApp. Il a demandé comment allaient les enfants, j'ai répondu brièvement. Il n'a plus écrit. Avant ça, il a essayé de négocier la pension alimentaire. Il a proposé de payer moins à l'amiable. J'ai refusé. Notre avocat, Germain, lui a alors envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne m'a pas embêté pendant plusieurs mois. Arthur hocha lentement la tête. C'est ainsi que hochent la tête les personnes lorsque les pièces d'un puzzle s'assemblent, mais que le tableau ne leur plaît pas. Une coïncidence un peu trop parfaite, dit-il. Quoi donc? Léa ne comprit pas. Il y a un mois, il a su que tu ne céderais pas sur la pension alimentaire, et un mois plus tard, sa mère appelle. Il regarda sa fille. Depuis combien de temps lui as-tu parlé de cette maison? Léa ouvrit la bouche et la referma. Puis elle se souvint. Je ne lui en ai pas parlé, mais l'adresse figure dans les documents du tribunal sur les mesures relatives à l'autorité parentale. Il avait le droit de la demander. Alors il l'a demandé, dit le père. Ils restèrent silencieux. Dans le jardin, les grillons chantaient. De la fenêtre de la chambre des enfants, on entendait la voix de Chloé, qui expliquait quelque chose à Pierre avec des intonations clairement empruntées aux adultes. Papa, dit Léa, tu penses que ce n'est pas seulement l'insolence de Pascal? L'insolence, il y en a à revendre ici, répondit-il. Mais ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Pourquoi maintenant? Pourquoi précisément ici? Et pourquoi est-elle si sûre que tu vas accepter? Léa regardait vers le jardin. Cette maison existait dans sa vie depuis moins d'un an, mais elle ne s'imaginait déjà plus sans elle. Petite, de plein pied, avec de hauts plafonds et de vieux cadres de fenêtres en bois qu'il avait fallu changer, avec une véranda de travers que son père avait redressée, avec un pommier près de la clôture que Pierre considérait déjà comme sien, parce qu'il y était monté une fois et maintenant. Par principe, il le faisait tous les week-ends. Il y a un an, lorsque le divorce fut définitivement prononcé, Léa se retrouva dans un appartement en location avec 2 enfants, une valise et la sensation que le sol sous ses pieds n'était pas solide, mais dessiné. Ses parents vendirent leur grand appartement de Neuilly-sur-Seine, tout simplement. Ils déménagèrent dans un petit appartement en périphérie et investirent la différence dans cette maison à Rambouillet qu'ils mirent au nom de Léa. Elle discuta longuement et vivement. Elle dit qu'elle ne l'accepterait pas, qu'ils s'étaient eux-mêmes serré la ceinture, que ce n'était pas juste. Le père l'écouta, attendit qu'elle se défoule et dit une seule phrase, « Les enfants doivent grandir dans une maison, pas dans des mètres carrés loués. » Tu acceptes? Elle accepta et pendant plusieurs mois, elle se réveillait au milieu de la nuit avec la sensation de quelque chose d'énorme et d'immérité dans la poitrine. Puis elle s'habitua. Puis elle commença à comprendre que ce n'était pas énorme et immérité. C'était simplement de l'amour qui sait prendre des décisions. Et maintenant, Pascal. On vient vivre chez toi. Papa, dit Léa. Que voulais-tu dire par « trop synchronisé » Arthur se leva, s'étira, regarda le ciel qui s'assombrissait. Je veux dire que demain, je dois aller quelque part. Il prit la tasse de la table et se tourna vers sa fille. Et toi, en attendant? N'appelle ni Pascal ni Bernard. Ne réponds pas à temps, c'est tout. Attendre longtemps? Non, pas longtemps. Il entra dans la maison. Colette regarda Léa. Tu lui fais confiance? Demanda-t-elle. Léa sourit. Tu es sérieuse? La mère lui rendit son sourire. Elles restèrent longtemps sur la véranda, jusqu'à ce que les voix dans la chambre des enfants se taisent et que la dernière fenêtre de la maison voisine s'éteigne. Elles parlèrent de diverses choses, du jardin, du fait que Pierre s'était inscrit à la natation, des prunes qui avaient tant donné cette année qu'elle ne savait plus quoi en faire, de choses simples, car les choses simples sont la raison d'être de tout le reste. La nuit, Léa était allongée dans le noir, pensant à Bernard, ni avec amertume ni avec douleur. Cette phase était passée depuis longtemps.
À l'époque où elle était assise dans la salle du tribunal de première instance et écoutait son avocat affirmer avec un visage sérieux que le salaire officiel de son ex-mari était de 1 000 € par mois. 1 000 €. L'homme qui, 3 ans auparavant, avait acheté un canapé italien à 5 000 € sans sourciller. Elle pensait sans colère, elle se souvenait seulement. 6 ans de mariage. Les 2 premières années n'avaient pas été mauvaises. Puis, progressivement, lentement, comme l'eau qui érode la rive. Un petit mensonge ici, un petit mensonge là. Je vais rester plus tard au travail. Ce ne sont pas tes affaires. Tu poses trop de questions. La 5e année, elle savait déjà avec certitude qu'elle vivait avec un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. La 6e, elle demanda le divorce. Il ne s'y attendait pas. Il pensait qu'elle n'oserait pas. Il était habitué à ce qu'elle se taise. Elle osa. Le divorce se révéla être une guerre silencieuse, bureaucratique, épuisante. Bernard, 2 semaines avant la première audience, démissionna officiellement de son poste de directeur commercial, celui avec le salaire que personne ne voyait sur les fiches de paie, mais que tout le monde voyait dans son style de vie. Il trouva un emploi dans une entreprise quelconque avec une fiche de paie de 1 000 €. La procédure de la convention de divorce traîna pendant 8 mois. Le juge fixa les paiements sur la base des revenus officiels, une somme ridicule. Léa payait l'hypothèque, la nourriture, l'école, les activités extrascolaires. Elle-même travaillait comme gestionnaire senior dans une entreprise de logistique, faisait des heures supplémentaires les week-ends, acceptait des projets additionnels, tenait bon, mais quelque chose en elle se souvenait de chaque chiffre, de chaque déclaration. De chaque document qu'elle signait ou qu'elle ne voyait pas, mais dont elle connaissait l'existence. La mère de Bernard, à cette époque, n'appela pas une seule fois, ni pour aider avec les petits-enfants, ni même pour demander comment ils allaient. Pascal maintenait toujours la neutralité, ce qui dans sa langue signifiait que mon fils a toujours raison et que c'est de ta faute. Et maintenant, nous venons vivre avec toi. Prépare les chambres. Léa ferma les yeux. Le père lui avait dit d'attendre, alors elle allait attendre. Elle savait attendre. Le lendemain matin était un dimanche et sentait le café. Léa se leva avant les enfants. Elle fit du café dans une cafetière italienne, alla sur la véranda. Le jardin était couvert de rosée. Le pommier près de la clôture brillait de ses feuilles. Le chat Caramel, que Chloé avait ramené à la maison 3 mois plus tôt et qui depuis se considérait comme le propriétaire de plein droit du territoire, était assis sur le poteau de la clôture, observant un corbeau avec un intérêt professionnel. Arthur appela vers 10h30. « Je vais voir Rémi, dit-il. Je serai de retour pour le déjeuner. » Rémi signifiait que c'était sérieux. Le commissaire principal Rémi avait servi dans le même commissariat où Arthur avait travaillé. Ils étaient amis depuis 30 ans. Le père n'allait jamais voir Rémi pour rien. « Papa, dit Léa, tu vas me dire ce qui se passe ? Je te le dirai dès que j'y verrai plus clair moi-même. » Une pause. « Tu n'as pas écrit à Bernard ? » Non. Super. Continue de ne pas lui écrire. Il raccrocha. Léa posa le téléphone sur la table et regarda son café. Puis le jardin, puis le chat Caramel qui continuait de regarder le corbeau. La journée se passa avec les tâches habituelles, elle alla au marché avec les enfants, acheta des cerises. Pierre aida à porter les sacs et considérait cela comme une tâche d'adulte. Chloé choisit la plus grosse cerise et la mangea immédiatement, là, près de l'étal. L'après-midi, ils peignirent tous ensemble la clôture, une tâche de plus sur la liste interminable que Léa tenait dans un carnet. Après le dîner, les enfants s'endormirent rapidement. Épuisée par la journée, Léa était assise dans la cuisine avec le carnet, passant en revue la liste des tâches de la maison. L'appel de son père retentit à 21h30. « Je peux passer ? » demanda-t-il. « Bien sûr. » Il arriva 20 minutes plus tard, seul, sans la mère. Il s'assit à la table de la cuisine, accepta une tasse de thé, resta silencieux quelques secondes pour organiser ses pensées, puis commença à parler. Rémi m'a montré quelque chose, officieusement. En tant qu'ami. Le père regardait sa tasse.
Le nom de Bernard est apparu ces derniers mois dans un dossier d'enquête de la brigade financière, pas comme figure principale, mais comme personne liée. Il y a un grand système de revente de biens immobiliers par le biais de prête-noms, de réécriture, de sous-évaluation du coût réel, de blanchiment de la différence. Ton ex-mari n'est pas l'organisateur, mais c'est un participant, et la participation n'est pas mince. Léa resta silencieuse. L'affaire est encore en cours de développement, continua le père. Officiellement, aucune poursuite n'a été engagée contre lui, mais les éléments sont sérieux. Il sait que ça existe. Très probablement, il sent que la tempête approche. Ce genre de personne le sent. Arthur leva enfin les yeux. Léa, je crois que ce déménagement de sa mère et de sa sœur n'est pas seulement une initiative familiale de Pascal, c'est un élément de quelque chose de plus grand. Explique-toi. Le père croisa les mains sur la table. Le tribunal qui s'occupe de l'exécution de la pension alimentaire a été plus actif ces dernières semaines. Ton avocat a fait du bon travail. Il lui a mis la pression correctement. Bernard le sent. Parallèlement, l'histoire des biens immobiliers plane sur lui. Il a besoin de manœuvrer. Et l'une des options de manœuvre est de créer une situation dans laquelle il peut mettre en doute tes conditions de vie et présenter une demande de modification des mesures relatives à l'autorité parentale. Léa sentit un frisson dans le dos. Il veut me prendre mes enfants. Pas nécessairement te les enlever, mais menacer. Certainement, si dans ta maison vivent 8 personnes étrangères, y compris 5 enfants qui ne sont pas les tiens, si tu ne peux pas garantir des conditions normales, si la maison est un chaos constant. Le juge peut en tenir compte lors d'une révision de la garde. Et plus important encore, toi, pour protéger tes enfants, tu peux accéder à ces conditions, renoncer à une partie de la pension alimentaire, alléger la pression des saisies. Léa resta longtemps silencieuse. Alors, Pascal est un instrument, dit-elle finalement. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Il est possible qu'elle ne comprenne même pas qu'elle est un instrument, répondit le père. Bernard sait formuler les choses de manière à ce que les gens pensent qu'ils agissent de leur propre initiative, mais le résultat est le même. Léa se leva, fit les 100 pas dans la cuisine, s'arrêta près de la fenêtre. De l'autre côté de la vitre, il y avait le jardin sombre, où l'on distinguait à peine la lumière du lampadaire de la rue. Papa, dit-elle, tu as un plan. J'ai le début d'un plan, corrigea le père. La suite dépend de ce qu'ils feront vendredi. Très probablement, ils viendront. Tu suggères que je les laisse entrer? Je suggère que tu leur permettes d'entrer, dit Arthur. Ce sont des choses différentes. Il termina son thé, posa la tasse, se leva. Demain, appelle Germain, l'avocat. Demande-lui d'être prêt pour vendredi. Je lui expliquerai les détails, et toi, occupe-toi simplement de la maison. Vis comme d'habitude, sans panique, sans appel à Bernard et sans guerre. La guerre aura lieu, répondit le père calmement. Mais pas vendredi soir sur le pas de la porte. Ce n'est pas un endroit avantageux pour une guerre. Il était déjà près de la porte quand il se retourna. Léa, comment sont les papiers de la maison? Contrat de vente. La propriétaire, c'est moi, Léa Velasco. Bernard ne figure nulle part. La maison a été achetée après le divorce et la liquidation de la communauté de biens. Le père hocha la tête. Bien, c'est important. Il sortit. Léa resta longtemps dans la cuisine, puis éteignit la lumière, traversa le couloir sombre, jeta un coup d'œil dans la chambre des enfants. Chloé dormait les bras écartés. Caramel s'était blotti à ses pieds. Pierre était allongé sur le côté. Son visage endormi était sérieux. Il dormait souvent ainsi, avec l'air de quelqu'un qui résout un problème important. Léa ferma doucement la porte. Elle n'avait pas peur de vendredi. Elle l'attendait, parce que son père lui avait dit de leur permettre d'entrer, pas de les laisser entrer. Et dans cette différence résidait tout. Les 4 jours passèrent vite, travail, enfants, maison. Germain, l'avocat, répondit immédiatement à l'appel et dit qu'il avait tout compris, qu'il serait prêt, qu'il discuterait des détails avec Arthur. Sa voix était professionnelle et calme. Il parlait toujours ainsi et cela la rassurait toujours. Jeudi soir,
Bernard appela. Léa regarda l'écran quelques secondes puis décrocha. Léa, salut. Il parlait de manière détendue, presque amicale. Comment vont les enfants? Bien. Écoute, as-tu reçu un appel de ma mère? Oui. Bon, eh bien, pause. Tu comprends? Elle et Sonia sont dans une situation compliquée. Le mari de Sonia l'a quittée avec 5 enfants. Louer une maison en région parisienne est impossible. Tu n'es pas une femme sans cœur. Ma mère t'aidera avec la maison, avec les enfants. Ce sera plus facile pour toi. Léa resta silencieuse. Léa, tu m'écoutes? Oui. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ils s'installeront bien, ils ne dérangeront pas. C'est temporaire. Bernard, dit Léa fermement. La dernière fois que tu m'as appelé pour souhaiter l'anniversaire des enfants, c'était quand? Pause. Bon, j'étais occupée. Tu sais comment c'est. Je sais. Et la pension du mois dernier, tu ne l'as pas payée non plus. La voix de Bernard changea légèrement. Elle devint un peu plus aiguë. Ce sont des difficultés temporaires. Je vais régler ça. D'accord, dit Léa. Au revoir, Bernard. Elle raccrocha. Le téléphone resta silencieux une minute de plus. Puis un message arriva. Tu ne devrais pas me parler comme ça. Elle rangea le téléphone dans sa poche et alla rejoindre ses enfants, qui l'appelaient pour regarder un dessin animé. Vendredi se leva clair et chaud, avec une odeur d'herbe et cette lumière matinale spéciale qui n'existe qu'à la fin du mois d'août dans la région. Léa se leva à 6 heures, fit du café, alla sur la véranda, regarda le jardin. Caramel était assis sur le poteau de la clôture, contemplant l'horizon avec un air de philosophe. Léa regarda l'horloge. Il restait environ 10 heures avant l'arrivée de la famille de Bernard. Elle prit son téléphone et écrivit à son père. Prête? La réponse arriva une minute plus tard. Maman et moi arrivons à 14 heures. Germain à 15 heures. Léa termina son café, laissa la tasse et alla réveiller les enfants. La journée commençait comme une journée normale, parce que c'est ainsi que cela devait être. Ils arrivèrent à 17h30, une heure après leur promise, ce qui en soi était une marque de fabrique de Pascal. Elle ne se retardait jamais exprès, elle vivait simplement dans son propre système temporel, où l'horaire des autres n'existait pas en tant que concept. Léa était à la fenêtre, observant une camionnette de déménagement entrer dans la cour. Pas une voiture de tourisme, pas un monospace, mais une camionnette avec une benne ouverte où s'entassaient des cartons, des valises, des sacs en toile à carreaux et quelque chose couvert d'une bâche qui, à y regarder de plus près, se révéla être un parc pour bébés démontables. Léa regarda ce parc pendant quelques secondes puis s'écarta de la fenêtre. Dans la cuisine, à table, étaient assis son père, sa mère et Germain, l'avocat. Germain avait 38 ans. C'était un homme svelte et soigné, avec l'habitude de ne jamais élever la voix et de disposer les documents sur la table avec une précision géométrique. Devant lui, il y avait un dossier, assez épais. « Ils sont arrivés, dit Léa. Le père hocha la tête et ne bougea pas. « Et Pierre et Chloé ?» demanda la mère. « Ils sont chez la voisine, Madame Rose. Je me suis arrangée avec elle. Ils y restent jusqu'au soir. » « Tu as bien fait, dit Colette. » Germain ajusta le dossier, l'aligna parallèlement au bord de la table et regarda en l'air. « Souviens-toi de ce dont nous avons convenu. » « Je m'en souviens. Je ne discute pas, je n'explique pas, je ne me justifie pas. Je réponds brièvement. Le reste, c'est notre affaire. » Exactement. De la rue, on entendit la voix de Pascal donnant des indications au chauffeur. Puis la voix de Sonia grondant l'un de ses enfants. Puis plusieurs voix d'enfants en même temps. 5 enfants âgés de 3 à 12 ans produisaient un accompagnement sonore comparable à un petit chantier de construction. La sonnette retentit. Léa alla ouvrir. Pascal était sur le seuil, dans une robe d'été à fleurs, un grand sac en bandoulière et l'air de quelqu'un qui est enfin arrivé là où il le fallait. C'était une femme corpulente de 63 ans,
aux cheveux teints d'un ton acajou et à la voix qui semblait projetée pour être entendue à travers deux murs. Léa. Elle serra sa belle-fille dans ses bras, ce qui ne changeait évidemment rien pour elle. Bon, enfin, on a été coincé sur la 86. C'est en travaux, un cauchemar. Mais bon, on est là. Elle jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Léa à l'intérieur de la maison. Oh, que c'est douillet. Allez, entrez, entrez. Pourquoi vous restez plantés là? Le « allez » s'adressait à Sonia et aux 5 enfants, qui à ce moment-là étaient déjà descendus de la camionnette et se trouvaient dans la cour avec l'air de ceux qui sont venus coloniser un nouveau territoire. Sonia avait 6 ans de moins que Bernard, elle était mince, avec un visage fatigué et des yeux vifs qui scrutaient immédiatement tout autour. Les enfants, 2 du premier mari, Bruno 12 ans et Jeanne 10 ans, et 3 du second, Rémi 7 ans, Véronique 4 ans et Bastien 3 ans, qui ne tenaient pas en place une seconde. Ils entrèrent. Léa s'écarta, les laissant passer et ferma la porte en silence. Pascal était déjà dans le couloir, jetant un coup d'œil dans les chambres. Celle-ci, la plus grande, est pour moi et Sonia. Non, non. Nous avons besoin de 2 chambres séparées. Elle a des petits-enfants. Ils ont besoin d'espace. Alors on divise celle-ci. Léa, où sont les autres chambres? Je pensais qu'il y en avait 3. Je n'ai rien dit, répondit Léa fermement. Bon, peut-être que Bernard l'a dit. Peu importe. 3 chambres, c'est peu, bien sûr, mais on s'arrangera. Tes enfants sont petits, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Elle ouvrit la porte de la chambre de Pierre et Chloé et s'arrêta sur le seuil. Tiens, il y a un lit superposé. Parfait, les plus petits de Sonia restent ici. Les tiens déménagent dans ta chambre. Pas de problème. Où il y a de la place pour 2, il y en a pour 3. Sonia ne dit rien. Elle était dans le couloir, regardant de côté. Bruno, le garçon de 12 ans, avait déjà disparu quelque part, à en juger par les bruits, en direction de la cuisine. Rémi tirait sur la manche de sa mère et lui demandait quelque chose à voix basse. Bastien s'approcha d'une étagère dans l'entrée et commença à en retirer méthodiquement les objets. « Arrête » dit Léa à voix basse. Bastien s'arrêta. Quelque chose dans sa voix fonctionnait comme un ordre. « Au salon, s'il vous plaît » dit Léa. Tous. Pascal se retourna avec l'air de quelqu'un qui a été interrompu au milieu d'une réunion importante. Léa, on regardait juste. Pourquoi devons-nous déjà aller au salon? Au salon, répéta Léa, le ton n'avait pas changé. Quelque chose dans ce ton fonctionna aussi avec Pascal, car elle, malgré toute la monumentalité de son caractère, se retourna et alla au salon. Là, elle vit Arthur. Ils se connaissaient. Ils s'étaient vus quelques fois lors d'événements familiaux pendant les 6 années où Léa avait été mariée à Bernard. Arthur n'avait jamais montré de sympathie particulière pour sa famille, mais il n'avait pas non plus donné de motif de conflit. Il s'asseyait simplement quand c'était nécessaire, se taisait quand c'était nécessaire. Disait quelques mots. Pascal lui avait toujours eu un certain respect, bien qu'elle ne l'admettrait jamais. « Monsieur Arthur, dit-elle, ralentissant un peu le pas. Vous êtes là aussi? C'est exact, confirma Théil. Puis, Pascal vit Germain, un homme inconnu, en chemise claire, assis à table avec un dossier. Devant lui, il y avait 2 verres d'eau. C'est qui, lui? Demanda-t-elle. Germain Campos, dit Germain en se levant légèrement et en hochant la tête. Conseil juridique. Quel conseil juridique? Pascal regarda Léa. Léa, pourquoi as-tu appelé un avocat? Nous sommes une famille. On règle ça en famille. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Léa. Nous devons parler. Sonia s'assit sur le canapé en silence, sans dire un mot, elle continuait de regarder de côté. Les enfants s'éparpillèrent, 3 par terre, 2 sur le bord d'un fauteuil. Pascal fut la dernière à s'asseoir, avec l'air de quelqu'un qui s'assoit par courtoisie et non par nécessité. Germain ouvrit le dossier. Madame Pascal, commença-t-il calmement. Comme commencent les professionnels qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendus.
J'aimerais brièvement délimiter le cadre juridique avant de passer à la conversation. Le logement dans lequel nous nous trouvons est la propriété de Madame Léa Velasco. Sur la base d'un contrat de vente, le droit de propriété est inscrit au registre foncier. Ce logement a été acquis après la dissolution du régime matrimonial avec Monsieur Bernard et ne constitue pas un bien commun. Il n'est pas entré dans la liquidation des biens lors du divorce. Je le sais déjà, dit Pascal avec une légère irritation. Parfait. Alors vous comprendrez aussi que, conformément au Code civil, le propriétaire a le droit de jouir et de disposer d'une chose sans autre limitation que celles établies par les lois, déterminant librement le cercle des personnes qui résident dans sa propriété. Madame Léa ne vous a pas invité. Pause. Comment ça, elle ne nous a pas invités? Pascal se tourna vers Léa. Tu n'as pas refusé. Je t'ai appelé. Tu n'as pas dit de ne pas venir. Je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, dit Léa. Vous avez raccroché. Bon, j'ai pensé que c'était évident. Nous sommes de la famille. De l'ex-famille, dit Arthur à voix basse. Pascal le regarda et se tut. D'accord, dit-elle d'un ton différent. Celui qui surgissait lorsque l'attaque directe ne donnait pas de résultat et qu'une autre stratégie était nécessaire. Disons qu'il y a eu un malentendu. Mais nous sommes là. Sonia a 5 enfants. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Vous n'allez pas mettre les enfants à la rue, n'est-ce pas? Non, personne ne va mettre personne à la rue, dit Léa. Vous avez jusqu'à demain matin pour trouver un logement. Si vous avez besoin d'aide pour la recherche, Germain peut vous fournir une liste d'agences immobilières avec des options abordables. De l'aide pour la recherche. Pascal émit un son qui chez une autre personne serait un éclat de rire. Léa, nous n'avons pas d'argent pour louer. Si nous en avions, nous ne demanderions pas. Vous n'avez pas demandé, dit Léa. Vous avez informé. Ce sont des choses différentes. Sonia, sur le canapé, dit quelque chose à voix basse. Il semble qu'elle ait dit à Bastien de ne pas toucher le lampadaire. Pascal se leva. Je dois appeler Bernard, déclara-t-elle et sortit dans le couloir. Germain regarda Léa. Léa hocha légèrement la tête, presque imperceptiblement. Tous deux savaient que cet appel faisait partie du plan. Arthur se leva, se servit de l'eau et se dirigea vers la fenêtre. Dans la cour se trouvait la camionnette. Le chauffeur fumait, appuyé sur le capot. Les cartons et les valises étaient toujours dans la benne de la camionnette. Sonia, dit Arthur sans se retourner. La femme sur le canapé leva les yeux. Saviez-vous pourquoi vous veniez? Demanda-t-il. Était-ce votre initiative ou celle de votre mère? Sonia resta silencieuse quelques secondes. Celle de ma mère, dit-elle finalement. Bernard l'a appelée avant le voyage. La pause se prolongea un peu. Il l'a appelée. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Sonia regarda ses mains. Il a dit que Léa serait heureuse d'aider, que nous pourrions rester jusqu'à ce que je trouve du travail. A-t-il expliqué pourquoi précisément ici? Pourquoi précisément maintenant? Sonia secoua la tête, puis ajouta à voix basse, il a dit que ce serait mieux pour tout le monde, que pour Léa c'était aussi avantageux. Ma mère aiderait avec les enfants, moi avec la maison. Arthur hocha la tête, se retourna. Merci d'être sincère. Du couloir, on entendait la voix de Pascal. Elle parlait au téléphone à mi-voix, mais dans la petite maison, cela ne changeait presque rien. Rien. Bernard, ils ont fait venir un avocat. Oui, ils disent que je n'ai pas été invitée. Non, elle est silencieuse. C'est son père qui parle fait quelque chose. Tu avais promis qu'elle ne s'opposerait pas. Léa, qui se tenait près de la porte du couloir, sortit son téléphone et appuya sur le bouton d'enregistrement. Germain, sans la regarder, déplaça légèrement le dossier sur la table, un geste professionnel de quelqu'un qui entend tout et ne laisse rien échapper. Pascal revint dans le salon quelques minutes plus tard. L'expression de son visage avait changé, elle était devenue plus dure et en même temps plus désorientée. Bernard est en route, annonça-t-elle. Super, dit Léa.
Il sera là dans 2 heures et nous allons tout discuter comme il se doit, comme des personnes civilisées et non avec des avocats et des documents. Les documents ne vont pas s'envoler, observa Germain. Pascal le regarda d'un air soutenu. Jeune homme, dit-elle avec cette intonation spéciale utilisée par les personnes convaincues que l'âge leur donne le droit d'être condescendantes avec les autres. Je ne sais pas combien on vous paie, mais il semble que vous ne compreniez pas que vous avez une famille devant vous, pas des clients et des entités juridiques, mais une famille. Je le comprends, dit Germain poliment, et c'est précisément pour cela que j'explique les droits de chaque membre de cette famille. Madame Léa a droit à l'inviolabilité de son domicile. C'est aussi une affaire de famille. L'heure et demie suivante fut longue. Pascal tenta à plusieurs reprises d'orienter la conversation dans la direction qu'elle jugeait avantageuse, faisant appel à la parenté, aux enfants, au bon sens, à ce qui est coutume entre les gens. Léa répondait brièvement. Le père restait silencieux, mais de cette manière qui rend le silence des autres inconfortable. Germain, à chaque tentative d'esquiver la partie juridique, ramenait la conversation à elle de manière douce mais ferme. Sonia ne participait presque pas. Elle était assise avec les enfants, s'assurant que Bastien ne détruise rien de plus, et de temps en temps, elle regardait Léa avec une expression difficile à déchiffrer. Passé 20 heures, une voiture haut de gamme entra dans la cour. Bernard en sortit comme il faisait toujours n'importe quoi en public, sûr de lui, avec un léger sourire, avec l'air de quelqu'un qui est venu résoudre un problème et connaît déjà la solution. Il avait 41 ans. Il avait belle allure, il fallait l'admettre. Grand, les cheveux sombres, avec une chemise d'été impeccable. Le même sourire qu'il y a 6 ans quand il était venu à leur premier rendez-vous avec un bouquet de pivoine. Léa, à cette époque, avait pensé qu'il est séduisant. Puis elle avait passé plusieurs années à se rendre compte de ce qu'il y avait derrière cette façade. Il entra dans la maison, regarda autour de lui, vit Arthur et le sourire devint un peu plus rigide. Il vit Germain avec le dossier, il dut cacher sa réaction une seconde. Léa, dit-il. Salut. Salut, Bernard, répondit-elle. Voyons, qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Il ouvrit les bras, s'adressant à tout le monde à la fois. Maman et Sonia sont venues. Elles ont besoin d'aide. Nous sommes des adultes. N'était-il pas possible de trouver un accord convenable? C'est précisément ce que nous sommes en train de faire, dit Germain. Asseyez-vous, monsieur Bernard. Bernard le regarda. Excusez-moi, vous êtes Germain Campos, avocat de Madame Léa. Ah. Bernard s'assit. Bon, eh bien, allons-y avec l'avocat. Il parlait de manière détendue, trop détendue pour un homme sur la tête duquel, selon les informations du père, quelque chose de sérieux commençait à se former. Léa le regardait et pensait, soit il ne sait pas que nous le savons, soit il pense que ça ne le concerne pas. Les deux options étaient mauvaises pour lui. Monsieur Bernard, commença Germain. Nous avons déjà expliqué à Madame Pascal le côté juridique de l'affaire. La maison appartient à Madame Léa. L'entrée sans son consentement est impossible. Si vos proches ne quittent pas les lieux volontairement, Madame Léa a le droit d'appeler la police pour violation de domicile en vertu de l'article 226 à 4 du Code pénal. Violation de domicile, répéta Bernard avec un léger ton de moquerie. Germain, vous êtes sérieux? Ce sont sa mère et sa sœur, pas des voleurs. La loi ne fait pas cette distinction en ce qui concerne le droit du propriétaire, répondit Germain fermement. Bernard se tourna vers Léa. Léa, pourquoi fais-tu ça? Maman est âgée. Sonia a du mal seule avec 5 enfants. Tu n'es pas une étrangère pour eux. Je suis juridiquement une étrangère pour eux depuis le moment de la dissolution du mariage, dit Léa. Et tu le sais. D'accord. Il s'adossa à sa chaise. Je comprends. Tu m'en veux. À ma mère aussi. Mais qu'est-ce que les enfants de Sonia ont à voir avec ça? Les enfants sont la responsabilité de leurs parents, dit Arthur. Bernard regarda son ex-beau-père avec ce mélange d'irritation et de prudence qui apparaissait toujours dans son regard en présence d'Arthur. Monsieur Arthur, avec tout le respect que je vous dois, mais c'est une conversation de famille.
Pourquoi êtes-vous ici? J'aide ma fille, répondit Arthur. C'est aussi de la famille. Bernard resta silencieux. Puis il se tourna de nouveau vers Léa. Écoute, soyons honnêtes. Tu veux qu'elle parte? D'accord, j'ai compris. Mais alors, au moins, laisse-les passer la nuit. Demain, on trouvera une solution. Comme il se doit. Passer la nuit serait céder une fois, et ensuite le sujet suivant serait, bon, puisque nous sommes là. Je connais cette technique, Bernard, dit Léa. Il la regarda. Quelque chose dans son regard changea, pas beaucoup. Mais Léa, en 6 ans, avait appris à lire son langage corporel. Tu as changé, dit-il. Probablement, acquiesça-t-elle. Arthur se leva et se dirigea vers la table. Il posa les mains devant lui tranquillement, comme une personne qui a quelque chose à dire et n'est pas pressée. Monsieur Bernard, dit-il, je veux vous poser quelques questions. Pas en tant que père, mais en tant que quelqu'un qui a des informations. Bernard le regarda. Le sourire disparut. Quelles informations? Arthur ne se pressa pas. Vous êtes conscient que votre salaire officiel au cours de la dernière année a été de 1 000 € par mois et que pourtant, vous avez voyagé 3 fois à l'étranger, à Punta Cana, Dubaï et Andorre. Pause. Ce sont mes affaires, dit Bernard. Bien sûr. Arthur hocha la tête. Et la voiture, une BMW X5 de 60 000 €, est au nom de votre mère. Pascal. Ce sont aussi des affaires personnelles. Pascal, assise dans le coin du canapé, ouvrit la bouche. Bernard me l'a offerte. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dit Arthur. Je trouve juste ça intéressant. Un cadeau avec un salaire de 1 000 € par mois. Bon salaire. Bernard se leva. Monsieur Arthur, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. D'accord, dit Arthur. Je le dis directement. Il s'assit, ouvrit un tiroir du bureau, un endroit où Léa ne gardait jamais de documents, et Léa réalisa seulement maintenant que le tiroir n'était plus vide. Son père y avait placé quelque chose avant, pendant qu'elle était avec les enfants chez la voisine. Il sortit un dossier fin, pas comme celui de Germain, et le posa sur la table devant lui sans l'ouvrir. Monsieur Bernard, votre nom est mentionné dans des documents d'enquête policière sur une affaire de fraude immobilière. Pour l'instant, c'est juste une enquête de la brigade financière. Le processus n'est pas encore totalement judiciarisé, mais il contient des chiffres concrets, des biens immobiliers concrets, des transferts concrets et quelques noms concrets. Vos associés dans certaines affaires. Le silence dans le salon devint différent. Sonia cessa de bercer Bastien et leva les yeux. Pascal regardait son fils. Bernard était debout près de la chaise et pour la première fois cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, pour autant que Léa s'en souvienne, il ne sut que dire. C'est, commença-t-il. Ne vous pressez pas, dit Arthur calmement. Réfléchissez, nous ne sommes pas pressés. Bernard s'assit lentement. Dans le salon, on entendait le chant des grillons dehors. Et voilà, c'était arrivé. Et finalement, ce n'était pas effrayant, c'était simplement le début de ce qui devait commencer. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda Bernard. La voix était devenue plus grave. Le ton professionnel était revenu, mais maintenant, il n'avait plus la légèreté d'avant. Pour l'instant, rien, dit Arthur. D'abord, il faut que vos proches trouvent un autre endroit où passer la nuit. Ils ont une demi-heure. Une demi-heure? Oui. Et après, on parlera tranquillement de plusieurs choses. Bernard regarda sa mère. Pascal regardait son fils avec une expression que Léa voyait pour la première fois depuis des années, ni autoritaire ni irréfutable, mais perdue. Bernard, dit-elle à voix basse. Qu'est-ce qui se passe? Maman, répondit-il. Attends. Il se leva et sortit dans le couloir. Une seconde plus tard, Léa entendit sa voix. Il appelait quelqu'un à voix basse et rapidement. Elle n'y prêta pas attention. Ce n'était pas nécessaire.
Germain sortit soigneusement quelques feuilles du dossier et les disposa devant lui, parallèles au bord de la table. Colette, qui pendant tout ce temps était restée assise en silence dans un coin, se leva et alla à la cuisine. Quelques minutes plus tard, on entendit le bruit de la bouilloire. Sonia, que tout le monde avait cessé de regarder, demanda à Léa à voix basse, « Tu as une chambre d'enfant ?» « J'en ai une, » répondit Léa. « Bastien n'a pas dormi depuis le déjeuner. Peut-il s'allonger un peu avant qu'on parte ?» Léa la regarda. « Il peut. Viens, je te montre. » Elles sortirent ensemble du salon. Bernard n'était pas dans le couloir, il était sorti dans le jardin. On entendait sa voix de là. Léa ouvrit la porte de la chambre des enfants. Elle alluma une petite veilleuse. La chambre sentait les enfants et un peu la craie. Par la fenêtre ouverte entrait une brise de la rue. Sonia coucha Bastien sur le lit de pierre. Il ferma les yeux presque immédiatement. « Léa, » dit Sonia sans se retourner. « Je n'étais pas au courant du plan de Bernard. Maman a dit, tu es d'accord ? Tu es contente ? J'ai cru que c'était vrai. » Léa resta silencieuse une seconde. « Je comprends. Je ne te demande rien. » Sonia se retourna enfin. Elle avait le visage de quelqu'un qui est habitué à ce que les circonstances soient plus fortes. « Je veux juste que tu le saches. »« Je le sais, » dit Léa. Elles retournèrent au salon. Bernard était déjà là, debout près de la fenêtre, regardant la cour sans se retourner. « Vous avez trouvé un hôtel ? » demanda Arthur. « J'en ai trouvé un, » répondit Bernard, « pour 3 jours. » Bien. Pause. Demain à 10h, venez seul. Et nous parlerons de quoi ? De plusieurs choses. Arthur se leva et ajusta les poignets de sa chemise. Des enfants, de la pension alimentaire, des biens immobiliers. On aura assez de sujets. Bernard se retourna enfin. Il regarda Léa attentivement, comme on regarde quelque chose qu'on ne remarquait pas avant. « C'est toi qui as préparé ça ? » demanda-t-il. « Non, » dit Léa honnêtement. « C'est mon père qui l'a préparé. » Bernard sourit sans méchanceté, presque sincèrement. « J'ai toujours su que je ne lui plaisais pas. »« Il ne te déteste pas, » répondit Léa. « Il sait simplement ce qui se passe. »« C'est pire. » Bernard hocha la tête. « Demain à 10h, » répéta-t-il, s'adressant à personne en particulier. La famille de Bernard rassembla ses affaires rapidement, pas comme à leur arrivée, sans l'agitation et les répliques autoritaires de Pascal. Celle-ci resta silencieuse pendant que les enfants remontaient dans la voiture, pas la camionnette. Celle-là était déjà partie, mais dans la BMW de Bernard, qui était grande mais clairement pas conçue pour cette personne plus les bagages, ils étaient serrés. Pascal monta sur le siège passager et regarda droit devant elle. Près de la voiture, Bernard s'arrêta et regarda Léa qui était sur la véranda. « Tu ne vas pas le regretter ? » demanda-t-il. Elle pensa, de quoi exactement ? Il ne répondit pas. Il monta dans la voiture. Léa observa les feux rouges disparaître dans le virage puis rentra dans la maison. Dans la cuisine, la lumière était allumée. La mère servait du thé. Germain rangeait les documents dans son dossier. Le père était assis à table avec sa tasse, celle à l'émail ébréché. « Ça s'est bien passé, » dit-il. « Aujourd'hui, ça s'est bien passé. »« Et demain ?» demanda Léa. « Demain, il y aura une conversation. » Il leva les yeux. « Il viendra. Il n'a nulle part où fuir. »« Tu en es sûr ? » ?»« J'en suis sûr, » dit Arthur, « parce que c'est une personne intelligente et une personne intelligente dans une telle situation le comprend. Il vaut mieux négocier tant qu'il y a encore quelque chose à perdre. » Léa s'assit à table. La mère posa une tasse de thé devant elle. Germain ferma la fermeture éclair de son dossier et dit qu'à 10h du matin, il serait là aussi. Dehors, il faisait complètement nuit. Dans le jardin, les grillons chantaient. Quelque part dans la rue, un enfant riait, un enfant étranger d'un voisin.
Léa tenait la tasse à deux mains et pensait que la journée de demain serait difficile, mais difficile d'une manière différente de ce que l'avaient été les jours du divorce, des tribunaux, de l'appartement loué, des nuits à faire des comptes. Demain, la difficulté ne serait pas la sienne, elle serait celle de quelqu'un d'autre. Et c'était une toute autre histoire. La nuit, Léa dormit à peine. Pas parce qu'elle avait peur. La peur serait plus compréhensible. Simplement, les pensées affluaient d'elles-mêmes, comme si elle parcourait une route familière où les pieds connaissent déjà chaque virage. Allongée dans le noir, elle écoutait la maison respirer, le craquement d'une fenêtre, le murmure du vent dans les feuilles dehors, l'aboiement lointain d'un chien. Et elle ne pensait pas à la rencontre du lendemain, mais à la façon dont tout cela avait commencé. Rencontrer Bernard à une fête de l'entreprise de logistique où elle travaillait depuis 3 ans. Il était apparu en tant que fournisseur. Sa petite entreprise, à l'époque, leur faisait quelques travaux. Charmant, vif d'esprit, il savait écouter d'une manière qui donnait l'impression qu'il n'écoutait qu'elle. Léa s'expliqua plus tard à de nombreuses reprises comment une personne intelligente peut commettre une si grosse erreur. Puis elle cessa de se l'expliquer. Elle l'accepta simplement comme un fait. Les personnes intelligentes se trompent autant que les autres, parfois même avec plus de zèle, car elles savent se convaincre elles-mêmes. Les 2 premières années n'avaient pas été mauvaises, pas idéales, mais pas mauvaises. Il savait être attentionné quand il le voulait. Il savait créer un sentiment de sécurité. Le sentiment, précisément, pas la sécurité elle-même. Léa travaillait, il construisait quelque chose qui ressemblait à une vie. Puis les premières fissures apparurent, petites, presque imperceptibles. Il restait plus tard et ne prévenait pas. Il répondait aux questions par des questions. Quand elle lui demandait d'expliquer quelque chose, il l'expliquait de telle manière que l'explication générait de nouvelles questions au lieu de clore les anciennes. Elle mettait cela sur le compte du surmenage, du stress, de son caractère difficile. Puis elle cessa de le mettre sur le compte de quoi que ce soit et s'habitua simplement à vivre à côté d'un homme qu'elle ne comprenait pas. Les enfants ne sont pas apparus par hasard. Léa voulait beaucoup avoir des enfants et ce fut la seule chose à laquelle Bernard ne s'opposa pas. Pierre naquit la 3e année de leur mariage, Chloé la 5e. Avec les enfants, il était normal, affectueux, pas très impliqué, mais normal. Il achetait des jouets, jouait parfois, les emmenait à leurs activités. Cela, Léa ne le lui niait pas. La décision du divorce ne fut pas prise du jour au lendemain. Elle mûrit lentement, comme mûrit quelque chose qui semble au début petit et insignifiant. Et puis, un matin, se dresse devant nous dans toute sa stature. Ce matin-là, Léa trouva dans la poche de son manteau, alors qu'elle le sortait pour le laver, un reçu pour un bijou cher, par un qui lui est jamais offert. Elle ne fit pas de scène, ne cria pas, posa simplement le reçu sur la table et lui demanda quand il arriva le soir, « Bernard, c'est pour qui ?» Il l'expliqua longuement et magnifiquement. Une cliente importante, un anniversaire, une courtoisie professionnelle. L'explication était fluide comme toujours. Léa écoutait et pensait, « Je n'y crois pas. » Non pas parce qu'il mentait, peut-être même disait-il la vérité, mais parce qu'elle ne croyait plus en lui par principe. Et cela n'avait plus de remède. Elle demanda le divorce 2 mois plus tard. Maintenant, allongée dans le noir, elle y pensait sans douleur. Seulement comme des événements qui s'étaient produits et desquels elle était sortie. Elle en était sortie non sans perte, mais elle en était sortie. Et maintenant, elle avait cette maison, 2 enfants, un travail et des parents qui, au bon moment, s'asseyaient à ses côtés et ne posaient pas de questions inutiles. C'était suffisant. Elle s'endormit vers 2 heures du matin et se réveilla à 6 heures avant que le réveil ne sonne. Dehors poignait un matin gris et silencieux. Léa se leva, se lava le visage, fit du café et sortit sur la véranda. Le jardin était couvert de rosées. Caramel était assis sur une marche, la regardant d'un air qui disait « Tu es matinale, mais ta compagnie ne me dérange pas. » Léa s'assit à côté de lui et tint la tasse à 2 mains. Elle pensait qu'à 10 heures, Bernard arriverait, que son père serait de nouveau à table avec les documents, que Germain disposerait les papiers parallèlement au bord de la table et qu'aujourd'hui, quelque chose d'important serait décidé. Non pas tout, mais quelque chose d'important.
Pierre et Chloé se réveillèrent vers 7h30. Léa leur prépara le petit déjeuner. C'était samedi, mais Pierre avait son entraînement de natation qu'il avait lui-même demandé et auquel, maintenant, par principe, il ne manquait pas. La voisine, Madame Rose, une femme d'une 50aine d'années, sympathique et sans questions indiscrètes, accepta de l'emmener et de le récupérer. Elle avait un petit-fils du même âge, Hugo. Eux et Pierre étaient déjà devenus amis. Chloé resta à la maison, jouait dans sa chambre avec un jeu de construction et tenait une conversation à voix basse et sérieuse avec Caramel, qui était allongé à côté d'elle, à en juger par son apparence, était d'accord avec toutes ses thèses. À 9h30, Germain arriva. À 10h précises, son père et sa mère. Bernard arriva avec 20 minutes de retard. Léa lui ouvrit la porte. Il avait l'air différent de la veille. Pas plus mal, juste différent, posé, sans la légèreté dans les yeux. Un homme qui avait aussi réfléchi pendant la nuit. « Entre, dit-elle. » Il entra, s'arrêta dans l'entrée, regarda autour de lui comme s'il voyait l'endroit pour la première fois, bien qu'il y ait été la veille. « Chloé est à la maison. Elle est dans sa chambre. Tu veux la voir ? » « Dans 5 minutes, répondit Bernard. D'abord, on parle. Il hocha la tête. Dans le salon, le décor était le même que la veille. Le père à table, Germain à côté, la mère un peu plus à l'écart. La différence était qu'aujourd'hui, sur la table, il n'y avait pas un, mais 3 dossiers. Bernard s'assit, regarda les dossiers, puis Arthur. « On commence ? » demanda-t-il. « On commence », acquiesça l'autre. Germain ouvrit le premier dossier. Monsieur Bernard, pour commencer, la pension alimentaire. À ce jour, la dette s'élève à 2500 €. Il existe une ordonnance d'exécution. Le tribunal traite la saisie. Une décision a été rendue, mais le montant, comme vous le savez, a été fixé sur la base de vos revenus officiels. J'en suis conscient. Parfait. Germain sortit quelques feuilles. Nous avons préparé une demande de modification des mesures relatives à l'autorité parentale pour un changement substantiel dans la situation économique du parent débiteur. Le fondement, des dépenses documentées incompatibles avec les revenus déclarés. 3 vols internationaux. Acquisition d'un véhicule d'une valeur de 60 000 € au nom de votre mère. Conformément à la jurisprudence et au Code civil, le juge peut modifier le montant de la pension s'il y a des preuves que votre capacité économique est plus grande. Nous avons ces preuves. Bernard regardait les feuilles en silence. En plus de cela, continua Germain, les arriérés sont réclamés pour toute la période de non-paiement. Si le juge révise le montant de manière rétroactive, la somme de la dette augmentera substantiellement. Jusqu'à quel point ? Demanda Bernard. Cela dépend des revenus que le juge considérera comme réels, répondit Germain. Mais nous sommes prêts à justifier une valeur plusieurs fois supérieure aux 2500 €. Bernard hocha lentement la tête, puis regarda Arthur. Et le deuxième dossier ? Arthur ne se pressa pas. Il rapprocha le deuxième dossier de lui, l'ouvrit sans hâte, comme quelqu'un qui a tout le temps du monde. Monsieur Bernard, connaissez-vous le citoyen Fabien Moreau ? Une pause d'une seconde, presque imperceptible. Je le connais du travail. De quel travail exactement ? Il travaille dans l'immobilier. Nous nous sommes croisés sur certains projets. Vous vous êtes croisés ? Répéta Arthur. Bon mot. Il sortit une feuille du dossier. Fabien Moreau fait l'objet d'une enquête préliminaire pour un délit d'escroquerie aggravé. La procédure a commencé il y a 3 mois. Figure au dossier des enregistrements d'écoute téléphonique, des documents financiers et des déclarations de témoins relatifs à plusieurs transactions avec des biens immobiliers résidentiels au cours des 2 dernières années. Votre nom est mentionné dans ces actes en lien avec 2 opérations, spécifiquement avec la sous-évaluation du prix dans l'acte notarié et la réception subséquente d'argent au noir au-delà du montant déclaré dans le contrat. Bernard était assis, rigide. Son visage n'exprimait rien. Léa connaissait cette capacité qu'il avait de ne pas montrer de réaction prématurément. Il savait faire ça. Ce n'est pas une preuve, dit-il.
Pas encore, acquiesça Arthur, mais l'enquête sur l'affaire Fabien Moreau avance activement. Un de mes collègues, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années, connaît le dossier. Il dit que les prochains mois pourraient apporter des nouvelles intéressantes. Pause. Vous comprenez ce que signifie être mis en examen dans une affaire d'escroquerie immobilière à grande échelle? Article 313-1 et suivant du Code pénal. Vous risquez d'1 à 5 ans de prison. Je comprends, dit Bernard. Silence. Colette, dans son coin, notait quelque chose en silence dans un carnet. Germain était assis très droit, attendant. Léa regardait son ex-mari. Il ne semblait pas abattu. Il semblait traiter l'information. C'était presque respectable. Dans une situation compliquée, il ne paniquait pas. Il calculait ses options. Vous avez dit qu'il y avait 3 dossiers, dit Bernard. Qu'y a-t-il dans le 3e? Arthur ne répondit pas immédiatement. Il regarda sa fille. Léa hocha la tête. Elle était au courant pour le 3e dossier. Son père lui avait montré le contenu la veille, quand les enfants dormaient déjà. Elle était restée longtemps silencieuse à lire les documents, non par perplexité, mais parce que les mots avaient besoin de temps. Arthur ouvrit le 3e dossier. Ceci est plus délicat, dit-il. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez attentivement. Il sortit plusieurs papiers, des transcriptions, des captures d'écran, des historiques de chat, des copies certifiées conformes. Il y a 3 semaines, un certain Yann, votre neveu, fils de votre frère aîné, âgé de 23 ans, résidant à Poitiers, s'est rendu à l'étude de maître Marianne Yvon. Il a présenté une procuration notariée prétendument émise par Léa Velasco, lui conférant le pouvoir de représenter ses intérêts en matière de gestion de patrimoine immobilier. La notaire a refusé d'authentifier une série d'actes car la procuration lui a paru suspecte. Elle a demandé une confirmation supplémentaire. Le neveu a disparu. Léa observait le visage de Bernard. Quelque chose en lui changea. Pas beaucoup, mais elle le perçut. Faux et usage de faux, dit Germain. C'est l'article 441-1 du Code pénal. S'il est prouvé que sa fabrication a été organisée ou commandée par quelqu'un, ce quelqu'un devient complice ou instigateur. Je n'ai rien à voir avec ça, dit Bernard. Le neveu de votre frère, dit Arthur fermement, qui, au cours des 6 derniers mois, selon les informations que nous avons, vous a rencontré en personne à plusieurs reprises. Nous sommes une famille, c'est normal que nous nous parlions. Normal. Arthur hocha la tête. La notaire Yvon a déposé une plainte au commissariat. L'enquête est en cours. Le relevé des appels du téléphone de votre neveu au cours des 3 derniers mois sera demandé dans le cadre de cette enquête par une commission rogatoire. Le silence devint différent. Bernard posa lentement les coudes sur la table et entrelaça ses mains devant lui. Léa voyait sa tête travailler. Elle ne voyait pas les pensées, mais elle voyait le processus lui-même. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» demanda-t-il finalement. « Si vous avez tout ça, à quoi bon la discussion? Remettez-le à la police. »« Parce qu'il y a des enfants, » dit Arthur simplement. Bernard leva les yeux. « Pierre et Chloé, » continua le père. « Ils ont besoin d'un père, pas d'un visiteur au parloir de la prison de Fleury-Mérogis. Quelqu'un capable de gagner sa vie, capable de payer la pension alimentaire et d'aller de temps en temps au spectacle de l'école. » Il fit une pause. « Je ne suis pas votre ennemi, Bernard. Je suis le père de Léa. Ce sont des choses différentes. » Bernard le regardait. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-il. « Je veux que mes petits-enfants grandissent normalement, » répondit Arthur. « Pour cela, certaines choses sont nécessaires. Germain, s'il vous plaît. » Germain ouvrit une autre page de son dossier et la plaça devant Bernard. La feuille était imprimée de manière soignée avec des points numérotés. Premièrement, commença Germain, un accord volontaire de modification des mesures concernant la pension alimentaire basée sur les revenus réels et non sur les revenus officiels. Le chiffre sera déterminé sur la base du SMIC multiplié par un coefficient convenu par les parties, mais jamais inférieur à 30% de vos revenus réels estimables.
L'accord sera homologué par le juge. Bernard lisait la feuille, n'interrompait pas. Deuxièmement, une renonciation expresse devant notaire à toute prétention économique sur le patrimoine propre de Léa Velasco, y compris le logement acquis après la dissolution de la communauté de biens, reconnaissant le caractère propre de cet immeuble. C'est déjà juridiquement évident. Quand même, dit Germain, un papier n'est jamais de trop. Continuons. Troisièmement, l'engagement de ne pas engager de procédure de modification de la garde et de la résidence dans les 3 prochaines années sans l'existence de cause de force majeure objectivement prouvée. Bernard leva les yeux. C'est déjà une contrainte à mes droits de père. Non, répondit Germain. C'est une consolidation du statu quo. Les enfants résident avec la mère. Vous avez droit à un régime de visite et d'hébergement large et flexible que nous sommes également prêts à rédiger dans le même accord. Vos droits ne sont pas limités, ils sont structurés. Et en échange ? Répondit Arthur. En échange, les indices sur votre participation à l'affaire de Fabien Moreau restent là où ils sont, non pas entre les mains des enquêteurs, mais dans les miennes. L'histoire de la procuration falsifiée est analogue. Si vous respectez les accords, ces dossiers restent dans un tiroir. Et si je ne respecte pas ? Si vous ne respectez pas, ils sortent du tiroir, dit Arthur. Ce n'est pas une menace, Bernard. C'est la pure logique des événements. Bernard s'adossa à sa chaise, regarda longuement le plafond. Léa était assise en silence. Elle n'intervenait pas dans la conversation. Cela avait été convenu à l'avance. Son rôle aujourd'hui était autre. Elle était présente. C'était l'important, simplement être présente et ne pas se taire par peur, mais se taire parce qu'elle avait le dessus. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit finalement Bernard. Combien ? Demanda Germain. Jusqu'à demain soir. D'accord, dit Arthur. Jusqu'à demain soir. Bernard se leva et regarda Léa. Tu me laisses aller voir Chloé ? Elle se leva et l'accompagna dans le couloir. La porte de la chambre des enfants était entr'ouverte. Chloé était assise par terre avec ses blocs de construction. Caramel était couché à côté d'elle. Bernard s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Chloé leva la tête. Papa. Elle le dit sans enthousiasme ni surprise, constatant simplement un fait. Tu es venu ? Je suis venu. Il entra et s'assit à côté d'elle. Qu'est-ce que tu construis ? Une maison, informa Chloé. Ici, il y aura le garage et ici le jardin. Tu vois ? Je vois. Très joli. Caramel regarda Bernard avec l'expression d'un animal qui n'a pas encore décidé comment il va se comporter avec une personne. Léa était près de la porte, les observant. Chloé lui expliquait quelque chose. Bernard hochait la tête. Cela dura environ 3 minutes. Puis il se leva, arrangea une mèche de cheveux de sa fille et lui dit quelque chose à voix basse que Léa ne put entendre. Chloé acquiesça. Il sortit de la chambre, passa à côté de Léa, s'arrêta. Pierre est à l'entraînement ? Demanda-t-il. Oui, à la piscine municipale. Il hocha la tête. Je l'appellerai ce soir. Si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas, dit Léa. Il sortit. La porte d'entrée se ferma. Dans la cour, le moteur de la voiture démarra. Léa retourna au salon. Le père était assis avec une tasse de thé. On ne savait pas à quel moment la mère la lui avait apportée. Germain rangeait soigneusement ses documents. Colette regardait par la fenêtre. Il viendra demain ? Demanda Léa. Il viendra, dit son père. Il n'est pas stupide. Et s'il ne vient pas, eh bien, nous activerons simplement le plan B, dit Germain. Mais il viendra. Léa se laissa tomber dans le fauteuil. Pour une raison quelconque, maintenant que Bernard était parti et que la tension avait un peu diminué, elle se sentit fatiguée. Pas une fatigue amère ou en colère, simplement la fatigue que l'on ressent après une longue journée qui s'est bien terminée, mais qui a exigé des forces. « Papa, dit-elle, d'où as-tu sorti le 3e dossier ?
Celui de la procuration. Arthur posa la tasse. La notaire Yvon est mon ex-femme. Son mari actuel travaillait dans notre brigade. Quand elle a reçu cette procuration et a commencé à faire les vérifications pertinentes, elle m'a simplement appelé pour me demander si je savais quelque chose sur une certaine Léa Velasco. Bien sûr que je sais. Il sourit légèrement. Malin, tu ne me l'avais pas dit avant. Je n'ai pas voulu le faire prématurément. Il la regarda. Tu aurais commencé à te faire des nœuds au cerveau avant l'heure. Il vaut mieux savoir les choses quand il y a déjà quelque chose à faire avec. Léa réfléchit. Tu fais toujours ça, dit-elle. Tu me dis exactement ce que j'ai besoin de savoir au moment précis. Ça s'appelle doser l'information, dit-il. Une déformation professionnelle d'inspecteur. Je suis désolé. Il n'y a pas à demander pardon. Germain rangea le dernier document dans sa mallette, ferma la fermeture éclair. Madame Léa, dit-il, j'ai une question. Si demain Monsieur Bernard accepte les conditions, êtes-vous prête à clore l'affaire sans autres actions en justice, sans poursuivre la procédure civile contentieuse? Oui, dit Léa. S'il respecte ce qui a été convenu, aucune guerre ne m'intéresse. Je n'en ai pas besoin. Parfait. Germain se leva. Alors, à demain, 10 heures. Il prit congé et sortit. La maison devint plus silencieuse. Colette alla à la cuisine préparer quelque chose. C'était sa manière de gérer le stress. Et Léa le savait depuis l'enfance. Les jours difficiles, sa mère cuisinait non pas parce qu'elle avait faim, mais parce que ses mains avaient besoin de faire quelque chose de compréhensible et d'utile. Arthur se leva et sortit dans le jardin. Léa le suivit. Il marchait sur le sentier entre les parterres. Le père un peu en avant, elle à ses côtés. Caramel sortit de la chambre des enfants et les suivait de près. Papa, dit Léa, je veux te demander quelque chose qui n'a rien à voir avec Bernard. Demande. Vous ne regrettez pas pour l'appartement, d'avoir déménagé en banlieue pour moi? Le père s'arrêta près du pommier, la regarda fixement. Sérieusement, pourquoi tu demandes ça? Parce qu'hier, pendant que tout ça se passait, je vous regardais et je pensais. Ils sont là, simplement là, à me soutenir. J'ai pensé que peut-être je ne vous disais pas assez souvent que, ça suffit, dit Arthur. Pas brusquement, il la coupa simplement. On ne regrette pas, ce n'est pas discutable. Il toucha une branche du pommier. Tu sais comment s'appelle ce que nous avons fait? Demanda-t-il. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un acte héroïque, c'est simplement la bonne décision. Tu avais des enfants, tu avais besoin d'un foyer. Nous en avions la possibilité. Nous avons saisi la possibilité. C'est tout. Ce n'est pas tout, dit Léa à voix basse. Il la regarda. D'accord, concéda-t-il. Ce n'est pas tout, mais le reste est pour une autre conversation, pas aujourd'hui. Ils restèrent là un moment. Caramel trouva quelque chose d'intéressant près de la clôture et commença à l'examiner. Papa, dit Léa, tu penses que c'est vraiment lui qui a monté le coup avec la procuration? Arthur devint pensif. Je dirais que oui. Il est malin. Il a les bons contacts. Il sait comment fonctionnent les documents d'entreprise. Son neveu est un prête-nom pratique, jeune, sans casier judiciaire, on ne l'associe pas directement à lui. Si la notaire n'avait pas soupçonné, ça aurait pu passer. Et qu'est-ce qu'il comptait faire avec ce pouvoir? Je ne sais pas avec certitude, mais on peut supposer. Le père regarda vers la maison. Tu as une propriété à ton nom. Si quelqu'un a une procuration pour la gérer, il pourrait, par exemple, tenter de signer un contrat de location, louer une partie de la maison. Encaisser l'argent et créer un scénario où il apparaîtrait que tu as toi-même fait entrer des locataires inconnus pour vivre avec tes enfants. Ou, pire encore, forcer une action en justice qui nécessiterait ta présence au tribunal. Il aurait créé un précédent de litige sur l'usufruit. Il n'était pas certain que cela aboutisse, mais cela aurait fait beaucoup de bruit. Et il avait besoin du bruit pour donner l'apparence que je n'étais pas apte à maintenir la stabilité des enfants, pour avoir une monnaie d'échange. Arthur se tourna vers sa fille. Léa,
tu es une femme indépendante. Tu travailles, tu élèves tes enfants, tu tiens ta maison. Tu es invulnérable par essence. Mais tu as des enfants. Et c'est le seul flanc par où l'on peut te mettre la pression. Si l'on génère suffisamment de chaos autour de toi, tribunaux, litiges de propriété, occupants étranges dans la maison, instabilité, un argument de poids apparaît pour demander au juge un changement de garde et de résidence, ou au moins forcer une baisse de la pension. Léa écoutait. Il ne voulait pas vraiment te prendre les enfants, continua le père. C'est beaucoup de travail et ça coûte cher. Il voulait un levier pour que tu proposes toi-même un accord. Je te baisse la pension, j'ordonne l'arrêt des saisies sur salaire. Je te demande juste de laisser tout en l'état. Il a sous-estimé ma résistance à céder. Oui, combina Arthur. Il l'a sous-estimé. Il se souvenait sûrement de toi autrement. Léa y réfléchit. J'étais différente, dit-elle. Tu l'étais. Ils rentrèrent dans la maison. Caramel trottait devant, affairé, comme si c'était sa ronde de surveillance. Et Pascal? Elle était au courant pour la procuration? J'en doute. Ce n'est pas le genre de personne qui comprend ces arguties légales. On lui a dit, va chez Léa. Elle va céder. Vous resterez y vivre. Elle y est allée et n'a pas demandé pourquoi. Pourquoi demander si la réponse semble évidente, dit Arthur. Elle a toujours su ce qui était le mieux, non seulement pour elle-même, mais pour tout le monde. Léa pensa à Sonia, qui avait couché Bastien sur le lit de Pierre et avait dit « Je n'étais pas au courant ». Sonia est différente, dit-elle à voix haute. Différente, acquiesça son père. Elle a 5 enfants et une vie difficile, mais c'est sa vie et c'est à elle de s'en occuper. À la fenêtre de la cuisine, on voyait Colette. Elle coupait quelque chose, se déplaçant de manière rythmée et sereine. Dans la chambre des enfants, la veilleuse était toujours allumée, bien qu'il fasse jour. Chloé la laissait parfois allumée pour le plaisir. « Tu sais ce que je trouve étrange ?» dit Léa en s'arrêtant près de la véranda. « C'est que je ne suis pas en colère. Je pensais que je le serais. Quand tout ça a commencé, l'appel de Pascal, tout ce cirque. Je pensais que la colère serait mon émotion principale, mais il n'y en a pas. Et qu'y a-t-il alors ? Léa réfléchit. De la fatigue et autre chose. Pour lequel je ne trouve pas encore le mot exact. Du soulagement, dit son père. C'est peut-être pour ça, dit-il en montant la marche de la véranda. Tu le savais depuis longtemps. Tu savais que tôt ou tard, le coup arriverait. Pas nécessairement comme ça. Pas nécessairement par l'intermédiaire de ton ex-belle-mère et d'un notaire, mais tu savais qu'il tenterait quelque chose. Il s'arrêta près de la porte. Et tu t'es préparé. Peut-être que tu ne t'en es même pas rendu compte, mais tu t'es blindé. Léa le regardait. C'est ta philosophie de policier. Non, dit Arthur, c'est simplement ce que j'ai vu. Je t'observe depuis 38 ans. Il ouvrit la porte et entra dans la maison. Léa resta un moment de plus sur la véranda. Le jardin était baigné par la lumière du soleil, silencieux, encore humide de la rosée, avec une odeur de feuilles qui sèchent. Caramel s'assit à côté d'elle et la regarda. « Tout va bien ?» lui dit-elle. Le chat sembla être d'accord. À 14h30, Pierre revint, radieux, les cheveux encore mouillés, réclamant à manger immédiatement. Madame Rose dit sur le seuil que le garçon se défendait merveilleusement bien dans l'eau et qu'il avait un don naturel. Pierre reçut cette information avec dignité, comme on accepte un compliment que l'on considère déjà comme acquis, sans avoir besoin que d'autres le confirment. Ils mangèrent tous ensemble. Léa, les enfants, Arthur, Colette. Ils parlèrent de natation, du scarabée que Chloé avait trouvé dans le jardin et qu'elle exigeait maintenant d'adopter, de la charnière du portail qui avait besoin d'un coup de jeûne. Pas un seul mot sur Bernard, ni sur Pascal, ni sur la signature du lendemain. C'était aussi une décision consciente, la bonne décision. Le soir, quand les enfants dormaient déjà, Léa était assise sur la véranda avec un livre qu'elle lisait lentement, quelques pages à chaque fois, sans hâte. Germain appela. « Madame Léa, Monsieur Bernard m'a écrit.
Il dit qu'il se présentera demain au rendez-vous et qu'il est prêt à signer l'accord. Il demande seulement que l'affaire de l'escroquerie immobilière reste absolument hors de tout enregistrement documentaire. Pour l'instant, répéta Léa. Exactement. Germain fit une pause. C'est un bon signe. Cela signifie qu'il a compris sa position. Il l'a toujours comprise, dit Léa, seulement, il n'a jamais jugé nécessaire d'agir conformément à ce qu'il comprenait. Demain, il le jugera. Demain, oui. Elle posa le téléphone sur la balustrade et regarda les étoiles. Le ciel était dégagé, sans un nuage. Le mois d'août touchait à sa fin et dans l'air, on percevait déjà l'annonce de l'automne. Pas encore le froid pur de la région, mais son avertissement. Léa pensait à la journée de demain. Bernard viendrait. Il signerait l'accord parental modifié. Germain s'en occuperait. Son père serait là comme garant. Ce serait une heure difficile, non pas par peur, mais par sa transcendance. Le point final à un litige qui avait trop duré. Après cela, point final, pas de point de suspension. Elle rentra, ferma la porte à clé, traversa le couloir, jeta un coup d'œil dans la chambre des enfants. Pierre et Chloé dormaient. Caramel était blotti aux pieds de Chloé, comme toujours. La maison respirait la paix. Léa éteignit la lumière du couloir et alla se coucher. Demain serait un autre jour, et aujourd'hui, elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Le dimanche matin commença avec de la pluie, pas une averse, mais cette pluie fine et constante d'été, celle qui tombe sans vent et presque sans bruit. Léa se réveilla avec ce son avant les enfants. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. L'air était plus doux et le monde plus silencieux. Et ce calme la réveilla, de la même manière que parfois ce n'est pas le bruit du réveil qui nous réveille, mais la cessation d'un son constant. Elle resta allongée à écouter l'eau. Puis elle se leva, alla à la cuisine, fit du café, ouvrit le battant de la fenêtre, une odeur de terre mouillée et d'humidité végétale entra dans la pièce. Caramel apparut derrière elle, fit quelques tours autour de sa gamelle vide, la regarda d'un air de reproche et Léa lui servit ses croquettes. Ils déjeunèrent en même temps, chacun dans son coin. Bernard devait arriver à 10h. Germain lui écrivit à 7h30. Je serai là à 9h. J'amènerai avec moi une notaire, une collègue de cabinet de totale confiance. Si tout se passe bien aujourd'hui, il vaut mieux authentifier les accords sur le champ. Léa répondit, cela me convient. Son père appela à 8h précises. Comment vas-tu? Normalement. Il pleut. Je le vois. Ta mère et moi partons d'ici dans une demi-heure. Papa, ce n'est pas la peine. Vous en avez déjà fait assez. Léa, l'interrompit la voix basse. Si. Nous partons d'ici dans une demi-heure. Elle ne discuta plus. Les enfants se réveillèrent presque en même temps. Pierre, plein d'énergie. Chloé, avec ce court-circuit dominical qui lui durait une vingtaine de minutes et qui se soignait avec un verre de lait chaud. Léa leur prépara le petit déjeuner. Pierre demanda s'il pouvait aller chez Hugo après le déjeuner. Léa lui dit qu'il verrait plus tard. Chloé demanda si grand-père viendrait aujourd'hui. Léa lui dit qu'il était en route. Et grand-mère aussi? Et grand-mère. Génial, dit Chloé en finissant sa tasse de lait. À 9h, Germain arriva avec sa mallette en cuir et accompagné d'une femme d'une trentaine d'années qu'il présenta comme Candela, la notaire. Elle était sobre, professionnelle, salua Léa, observa la pièce et ne dit pas un mot de plus. Léa apprécia instantanément ce détail. Ensuite, ses parents arrivèrent. Colette apporta une boîte avec un plat maison, la posa sur le comptoir, prévint Pierre et Chloé que c'était pour eux et les enfants disparurent dans la cuisine ipso facto. Arthur entra dans le salon, salua Germain et Candela d'une poignée de main et prit place à son siège habituel près de la fenêtre. La maison attendait en silence. La pluie à l'extérieur continuait de tomber, patiente et rythmée. Bernard sonna 10 minutes après 10h. Léa lui ouvrit. Il était sous l'auvent de la véranda. Il portait un trench-coat bleu marine, sans parapluie. La pluie était assez fine pour se permettre le luxe de ne pas en porter.
Il semblait, nota TL, un homme qui avait pris une décision et en portait maintenant le poids. Sans l'arrogance de la veille, sans l'effronterie feinte, il s'était simplement présenté. « Candela est déjà là ?» demanda-t-il. « Oui. Tu la connais ? » « Je sais qui c'est. Germain m'a prévenu. »« Entre. » Il entra, enleva son trench-coat, le suspendit lui-même au porte-manteau sans attendre de courtoisie. Il entra dans le salon, vit Arthur, lui adressa un bref mouvement de tête, vit la notaire, acquiesça et prit place. « Commençons, dit-il. Procédons, le seconda Germain. Ce qui suivit dura un peu plus de 2 heures. Germain exposait les points méthodiquement, s'en tenant au jargon juridique. Bernard écoutait, à 2 reprises, demanda des éclaircissements techniques. Une fois, il demanda de reformuler la clause sur la révision de la pension alimentaire, non pas pour baisser le montant actuel, mais pour délimiter le mécanisme d'indexation sur l'IPC et sur ses futures déclarations d'impôt sur le revenu. Germain accéda. L'amendement était juridiquement impeccable. Candela prenait des notes et préparait les actes. Léa, assise à côté de son père, n'ouvrait presque pas la bouche. De temps en temps, Germain se tournait vers elle pour validation. Elle se contentait de répondre. Arthur ne dit pratiquement rien. Il tenait entre ses mains une tasse de café fraîchement préparée que Colette lui avait apportée et alternait son regard entre les vitres embuées et Bernard. Une seule fois, lorsque ce dernier hésita un instant avant de signer la 3e annexe, l'ex-policier prononça d'une voix neutre, « Bernard, tu as déjà pris le bon chemin. Ce n'est qu'une signature. » Bernard apposa sa signature. Candela apposa son sceau officiel sur les documents, les agrafa. Au total, il y avait 4 actes, la convention parentale pour la pension, la liquidation définitive et la renonciation aux actions sur le patrimoine propre. L'annexe du régime de visite est un document de conformité par lequel les 2 parties déclaraient n'avoir rien de plus à se réclamer mutuellement par voie civile ou pénale découlant de leur union. Bernard examina cette dernière feuille avec plus d'attention que les autres. Puis il leva les yeux vers Léa. « Ceci garantit que tu classes aussi l'affaire ? » Sans qui il ? Oui, affirma-t-elle, tant que tu respectes l'accord. Je connais les clauses. Alors oui. Il signa. Candela rangea son tampon, glissa ses copies dans son porte-documents, salua Germain d'un geste et quitta la pièce en silence. Elle avait une signature dans une étude de garde à Paris. Son départ ne fut empreint d'aucune solennité, juste un fonctionnaire public qui exécute son devoir et se retire. Léa pensa que c'était là l'excellence d'un bon professionnel. Germain ordonna les copies certifiées conformes, les introduisit dans des enveloppes Kraft, une pour Léa, une autre pour Bernard, et glissa cette dernière sur le tapis de la table. Bernard la ramassa. Pendant quelques battements de cœur, personne n'émit de son. À l'extérieur, l'averse avait cessé de manière presque imperceptible, comme s'apaisent les orages qui se déchargent sans fracas. Bon, dit enfin Bernard, c'était la chose sensée à faire. Probablement, acquiesça Léa. Il se leva. Arthur se leva également. Pas en attitude défensive, simplement pour lui dire au revoir. Bernard, dit-il. Les dossiers restent à leur place. Tu as ma parole. Bernard soutint son regard et acquiesça. Je comprends. Il fit une pause. Vous êtes un homme implacable, monsieur Arthur. Dur, mais juste. Je fais ce que je peux, répondit l'intéressé. Germain rassembla ses affaires et s'apprêta également à partir. Pour lui, c'était encore une journée de travail, même si c'était dimanche. Bernard s'arrêta sur le seuil de l'entrée, enfila son trench-coat, puis posa une question en l'air. « Léa, puis-je promettre à Pierre et Chloé que je les appellerai souvent ? En respectant le régime de visite. Quel horaire t'arrange ? » lui demanda Léa. « Celui que tu fixeras. » Elle y réfléchit une seconde. 2 jours en semaine, en fin d'après-midi. Vers 19h. Ça me semble parfait, accepta-t-il. Qu'il en soit ainsi. Il hocha la tête, hésitant un instant avant d'ajouter, je vais dire au revoir aux enfants.
Ils sont dans la cuisine. Il avança dans le couloir. Léa ne parvenait pas à distinguer les phrases, seulement le ton des voix. Celle de Pierre, d'abord surprise, puis apaisée. Celle de Chloé, avec sa cadence interrogative et inépuisable. Bernard murmurait des réponses. Quelques minutes plus tard, il revint dans le hall. Je leur ai promis que j'appellerais. Pierre m'a reproché que ça fait 1 an que je ne suis pas allé le voir en compétition. Je n'ai pas su quelle excuse lui donner. Léa resta silencieuse. Et il n'a pas tort, ajouta-t-il. Il ouvrit la porte principale. Dehors, la pluie s'était complètement arrêtée, laissant l'air imprégné de cette netteté cristalline typique de la région après une averse estivale, dense, vivifiant, avec une odeur de mousse et d'écorce. Léa, dit Bernard, une main sur la poignée. Oui. Tu as eu gain de cause. Il le lâcha sans dramatisation, comme celui qui lit un titre de journal. Je ne l'avais pas vu venir. Je sais que tu ne t'y attendais pas. Il esquissa un sourire et dans ce geste n'habitait pas la rancœur, seulement la grimace de celui qui a été vaincu à la loyale et à l'orgueil de le reconnaître. Au revoir. À la prochaine, Bernard. La porte s'ajusta dans son cadre. Léa resta immobile dans l'entrée tandis qu'elle écoutait le bruit des roues sur le gravier de la cour. Puis, le vrombissement du moteur se dilua derrière le rond-point. Elle retourna au salon. Son père occupait le même fauteuil face à la fenêtre. Sa mère retirait le service à café. Affaire classée ? Demanda Arthur. Affaire classée, ratifia Léa. Il acquiesça d'un mouvement sec, déposa la tasse sur le sous-verre, se leva et étira le dos avec la force de celui qui a passé trop d'heures sous tension. Et n'a pas besoin de garder les apparences. Allons donc au jardin, décréta-t-il. Il a cessé de pleuvoir. Allons jeter un œil au pommier. Léa croisa un regard avec lui. Le pommier va très bien. Quand même, allons jeter un œil. Ils sortirent. Le terrain était trempé et plongé dans un silence sépulcral. La pelouse brillait. Le feuillage de l'arbre fruitier cédait sous le poids des gouttes accumulées. Caramel trotta derrière eux, renifla les dalles mouillées, évalua la situation et choisit de ne pas abandonner la sécurité de la véranda. Arthur se planta devant l'arbre et palpa une branche. On pourra bientôt les cueillir, prédit-il. Ça a été une bonne saison. Il inspecta la parcelle du regard. Léa, es-tu consciente qu'à partir de maintenant, il respectera l'accord ? Je suppose que oui. Ne le suppose pas, trancha-t-il. Sache-le. Il n'est ni un incapable ni guidé par la morale. C'est un calculateur né. Les types comme lui respectent les contrats quand le prix de leur rupture signifie la ruine totale. Et les dossiers ? Les dossiers restent sous bonne garde. Arthur laissa flotter la pause. Je l'ai déjà dit clairement. J'ai engagé ma parole. Tant qu'il paie et respecte sa part, les dossiers prendront la poussière, mais il n'oubliera jamais qu'ils existent. C'est le mécanisme de dissuasion parfait. Léa acquiesça, pensive. Papa, s'intéressa-t-elle. Et les enquêtes de la brigade financière sur Fabien Moreau, elles suivent vraiment leur cours ? Elles suivent, lui confirma son père. Rémi est aux commandes de l'opération. Bernard n'est pas le chef du réseau, mais sa signature apparaît dans plusieurs magouilles. Si la police judiciaire arrive jusqu'à lui par ses propres moyens, cela échappe à notre juridiction. Nous lui avons offert une sortie de secours pour ses affaires domestiques. Il a su la prendre. Ce que le destin lui réserve pour ses trafics, c'est son problème. De l'intérieur de la maison, la voix de Colette retentit, appelant la famille à manger. Peu de temps après, le timbre aigu de Pierre narrant une anecdote pressante se superposa au brouhaha coupé net par Chloé, réinstaurant le chaos habituel d'un foyer fonctionnel. Léa et son père échangèrent un sourire complice. « On entre ?» proposa-t-il. « Entrons. » Pendant le déjeuner, la conversation erra sur des terrains triviaux. Pierre détailla les subtilités de son entraînement et les directives de son moniteur en vue du prochain championnat régional. Chloé reprit la défense de son coléoptère sauvé du jardin,
arguant que les températures de la région exigeaient qu'il l'héberge dans sa chambre pour passer l'hiver. Arthur, faisant preuve d'un sérieux inébranlable, lui donna une leçon d'entomologie sur l'hibernation souterraine des scarabées autochtones, lui garantissant que la nature suivrait son cours. Chloé répliqua que, par précaution, elle lui rendrait des visites régulières. Colette répartissait les portions et observait sa fille, cette fois sans l'angoisse des journées précédentes. Dans ses yeux brillait cette sérénité profonde qui affleure lorsqu'on attend l'arrivée de la bonne marée et que la vague finit par se briser sur le rivage. Après le dessert, Pierre obtint le laissez-passer pour aller chez Hugo. Chloé déploya son arsenal de pièces en plastique sur le tapis. Ses parents prolongèrent le repas 1 heure de plus avant d'entreprendre le voyage de retour à Paris. Appuyé à la grille du portail, Arthur se retourna. Léa. Papa. Passe un coup de fil à Germain en milieu de semaine. Dis-lui de surveiller les virements bancaires de la pension. Le premier versement devrait être effectué à la fin du mois. S'il y a du retard, on exécute la saisie par la voie rapide, mais l'argent sera là. D'accord. Et une dernière chose. Il hésita une fraction de seconde. Ne reste pas bloqué sur ce chapitre. Tourne la page. Le sale boulot est fait. Profite de la vie. Elle lui adressa un acquiescement muet. Ils démarrèrent la voiture. Léa garda l'entrée jusqu'à ce que le coffre disparaisse derrière le virage de la route. Puis elle retourna dans le domaine de sa parcelle. L'après-midi s'était étiré, nette et franche après l'averse. Le soleil régnait de nouveau, dépouillé de la férocité de juillet, se filtrant avec la lumière mélancolique qui annonce septembre dans la région. L'ombre du pommier se projetait, allongée et docile sur la pelouse. Léa parcourut le sentier de gravier, s'arrêta près du tronc et caressa la même branche que son père avait examinée des heures plus tôt. Les fruits offraient encore une résistance au toucher, montrant des tons verdâtres. D'ici quelques semaines, ils atteindraient leur point optimal. Des entrailles de la demeure, le bavardage de Chloé fendit l'air. Elle récitait à Caramel un monologue dense et argumenté. Le félin, si l'on se fiait au silence qui ponctuait la conversation, s'abstenait de répliquer. Léa sourit en coin. Elle remarqua à quel point les rebondissements du scénario étaient capricieux. Il y a 1 an à peine, elle se voyait enfermée dans un appartement de transition, entourée de cartons et assaillie par le vertige. Et maintenant ? C'était la litanie qu'elle répétait sans désespoir, mais dépourvue de réponse, contemplant le crépi de murs empruntés. À partir de là, elle s'était consacrée à éteindre les incendies un par un, CV, prêts immobiliers, écoles, citations à comparaître, lettres recommandées, chaque obstacle en son temps, refusant l'effondrement. Et la récompense était cette retraite à Rambouillet, cet arbre fruitier, ce silence balsamique. Le téléphone émit un vrombissement depuis la poche arrière du pantalon. Numéro masqué. Léa accepta l'appel. Léa Velasco, à l'appareil. Une voix féminine à l'accent commercial prononcé prit la parole. Bonjour, c'est Anne de l'agence immobilière Maison de Campagne. Vous nous aviez laissé une demande il y a quelques semaines pour expertiser un terrain rustique dans la Creuse, la propriété héritée de votre grand-mère. Nous avons un créneau dans notre agenda pour nous déplacer la semaine prochaine, si les dates vous conviennent. Léa fit un effort de mémoire. La démarche datait du mois de juillet, la parcelle creusoise qui lui était revenue dans le partage testamentaire et sur laquelle pesait le dilemme de vendre ou de conserver. Au milieu de tant de tranchées juridiques, l'affaire était tombée dans l'oubli. Ça me convient, confirma-t-elle. Mardi vers 11h du matin. Parfait, c'est noté. Elle remit l'appareil dans sa poche et resta enracinée dans le jardin un peu plus longtemps. L'existence ne s'arrêtait pas net au point final d'une crise. La roue continuait de tourner, apportant avec elle des expertises en attente, des factures de plomberie et des horaires d'activités extrascolaires. Ni une épopée ni une punition, simplement l'engrenage de la vie réelle, palpable, son propre chemin. À la fin de ce mois, le virement de la pension alimentaire fut effectué. Le montant multipliait par 3,5 celui de la période précédente. Léa vérifia la notification de l'application bancaire en prenant un café au bureau. Elle verrouilla l'écran,
dirigea son regard vers l'extérieur du complexe d'entreprise, contempla le ciel couvert qui amenait l'automne et comment les peupliers commençaient à se teinter d'ocre. Puis elle ouvrit le tableur suivant de sa boîte de réception. 15 jours plus tard, Bernard effectua le premier appel à ses enfants stipulé dans l'accord, un vendredi vers 19h, avec une ponctualité suisse. Pierre discuta avec lui une dizaine de minutes. Chloé accapara le combiné pendant près d'une demi-heure, étant donné l'impérieuse nécessité de mettre son géniteur au courant des habitudes migratoires du scarabée autochtone, des excentricités de Caramel et de l'avancée architecturale de son immeuble en jouet. Léa, pendant ce temps, restait affairée au fourneau, captant le murmure des voix enfantines mais s'isolant du contenu du dialogue, concentrée sur ses tâches. Cet éloignement volontaire était une clause non écrite de sa paix mentale. Leur céder cette parcelle d'intimité téléphonique sans interférer, qu'ils forgent le lien qu'ils pouvaient avec leur père, même si c'était à travers un fil. Les enfants avaient droit à la meilleure version paternelle que cet homme était capable d'offrir. Sonia lui envoya un bref message texte 3 semaines après ce vendredi de siège. Léa, j'ai trouvé un CDI. Les enfants et moi avons loué un appartement modeste à Mantes-la-Jolie, mais c'est suffisant. Je te remercie de ne pas nous avoir fait honte là-bas. À ce moment-là, je me serais effondrée, et tu t'es retenue. Léa lut le texte 2 fois et tapa une réponse sobre. Je te souhaite le meilleur. L'historique du chat ne connut plus d'activité, mais la balance karmique sembla s'équilibrer avec cet échange. Ni fraternisation ni pardon, simplement une clôture digne. Pascal ne décrocha plus jamais le téléphone. Léa n'attendait pas non plus de miracle. Il existe des profils qui encaissent les défaites en pratiquant la politique de l'autruche. Ils s'effacent de la carte et ne laissent aucune trace. C'était le modus operandi de son ex-belle-mère et Léa l'assuma sans une once de ressentiment. Elle décida de retirer du marché le terrain de la Creuse. Germain lui avait conseillé que le sol rustique dans cette région avait tendance à se revaloriser. Arthur suggéra qu'avec un petit investissement, il pourrait y installer une maison préfabriquée pour fuir les chaleurs d'août. Pierre exigea d'inspecter la zone. Chloé posa comme condition sine qua non l'enregistrement de Caramel dans la future résidence d'été. Léa relut les actes, observa sa progéniture, regarda son père. Ça me semble bien, décréta-t-elle. Au printemps prochain, nous irons explorer le terrain. L'automne s'empara du calendrier comme il le fait à chaque saison, s'infiltrant en douce pour ensuite imposer sa palette de couleurs d'un coup. Une aube, la cime du pommier se réveilla dorée. Léa franchit le seuil de la véranda aux premières lueurs et constata que la saison estivale avait expiré. Sans nostalgie, seulement avec la certitude que les mois de chaleur avaient cimenté les bonnes fondations. Ils effectuèrent la récolte en septembre. Pierre sur les échelons, Chloé au ras du sol gardant le panier, et Caramel agissant en contremaître de l'équipe. Léa s'imprégnait de cette scène avec la certitude que sa mémoire stockerait la séquence, non par obligation, mais pour son poids spécifique. Le soir, le téléphone sonna. C'était son père, appelant sans autre but que de passer le temps. Alors, cette récolte ? Sans qu'il. Abondante. Réserve un sac pour ta mère et pour moi. C'est noté. Et la troupe ? Eh bien, Pierre est obsédé par ses performances pour le championnat. Chloé a couronné le toit de son gratte-ciel et étudie maintenant la faisabilité d'annexer une terrasse panoramique. Un esprit pratique, trancha Arthur. Les appartements en dernier étage ont toujours une meilleure sortie sur le marché. Papa. Dis-moi. Merci. L'inspecteur vétéran laissa le combiné en suspens pendant un battement de cœur. Ne me remercie pas, répliqua-t-il. C'était simplement la bonne décision. Tu te souviens ? Elle se souvenait. De l'autre côté des vitres, la nuit engloutissait la région. L'intérieur de la demeure irradiait une lueur dorée et protectrice. De la chambre des enfants, la voix de Chloé donnait le rythme et, à intervalles réguliers, Pierre lui donnait la réplique. Caramel se reposait dans son coin préféré, gardant le canapé. Léa contemplait la noirceur du jardin, appuyée contre le cadre de la fenêtre. La maison reposait dans un silence plein,
dépouillée de tension, de ceux qui n'habitent les quatre murs que lorsque la machinerie intérieure fonctionne avec la précision d'une horloge. Elle tira le rideau. Tout était à sa place.